Et alors, ce que je tiens à préciser, pour ce qui se passe en Inde, là, c'est quelque chose, une pratique qui se passe depuis le 5e siècle. Et a priori, enfin, c'est pas en relation avec une religion, c'est pour donner de la force à l'enfant. Et il faut savoir que, enfin, a priori, donc tous les adultes qui étaient là entourant l'enfant ont subi la même chose. Voilà. Donc, alors, critères diagnostiques, ça, c'était vraiment, je vous dis, un point qu'on souhaitait voir avancer, parce que je vous l'ai dit, le diagnostic est vraiment ce qui posait le plus de difficultés aux professionnels. Donc on a cherché une méthode. Alors tout à l'heure on a dit l'intérêt de l'évidence-based médecine. C'est vrai qu'un enfant, on peut pas facilement, on peut même pas du tout appliquer l'évidence-based médecine au syndrome du bébé secoué. En tout cas, on peut pas prendre des bébés qu'on secoue en faisant varier l'intensité et la fréquence. Donc c'est évident qu'il fallait trouver une autre méthode. Et finalement on a trouvé une méthode simple qui est de comparer les lésions du syndrome du bébé secoué. Alors vous avez vu, c'est surtout l'hématome sous-dural multifocal en nappe et puis les hémorragies rétiniennes, à celles créées par le mécanisme allégué par l'adulte. Parce que l'adulte qui arrive à l'hôpital, il y a toujours, soit il n'y a pas d'histoire du tout, soit s'il y a une histoire de chute, une histoire de réanimation, disant l'enfant a eu un malaise et j'ai réanimé, soit une histoire de jeu, on va le voir. Donc là, on a regardé les lésions créées par ces différents mécanismes et par une étude de la littérature et aussi par l'avis d'experts à qui on a posé la question. Donc deux choses l'une, soit les lésions étaient comparables et dans ce cas-là le mécanisme était plausible, soit les lésions étaient absentes ou différentes et dans ce cas le mécanisme était rejeté. Et à partir de là, à partir de ces résultats, on a défini des critères diagnostiques. Ce qui est très important, c'est que c'est fondé exclusivement et de façon novatrice sur des éléments objectifs, c'est-à-dire les lésions mises en évidence par le bilan et l'histoire rapportée par l'adulte, et non sur les facteurs de risque. Donc, les mécanismes qu'on a étudiés, donc secouement sans impact, puisqu'à un certain moment, il a été dit que s'il n'y avait pas d'impact, le secouement n'était pas suffisant pour créer les lésions. Un traumatisme crânien minime par chute de faible hauteur, en fait d'1,50 m, donc c'est déjà ça. Des manœuvres de jeu, l'accouchement, hypoxie, anoxie, manque d'oxygène, donc manœuvres de réanimation, puis d'autres mécanismes divers. Bien. Alors, le secouement sans impact peut créer un hématome sous-dural et peut créer des hémorragies rétiniennes de tout type et même des hémorragies très graves, de grave 2 ou de grave 3, qui sont quasiment même pathognomoniques de ce mécanisme de secouement, puisque sinon on ne les retrouve qu'après que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple un accident de voie publique à haute cinétique ou un enfant qui reçoit un téléviseur sur la tête. Donc vous voyez, c'est vraiment elles sont quasi pathognomoniques et même plus. On dit qu'on a trouvé que la survenue des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes est même davantage liée au mécanisme de secouement qu'à l'existence d'un impact. Un traumatisme crânien de faible hauteur, donc en sachant cliniquement, après une chute d'1,50 m, il vaut mieux quand même éviter, mais cliniquement, il n'y a aucune manifestation conséquente dans la très grande majorité des cas. L'hématome sous-dural est exceptionnel et dans ce cas, il est unifocal. Les hémorragies rétiniennes sont exceptionnelles, elles sont unilatérales du pôle postérieur et intrarétiniennes, donc très limitées. Et en fait, on n'a retrouvé aucun cas dans la littérature d'enfants de moins d'1 an qui, après une chute de faible hauteur, aient l'association hématome sous-dural et hémorragie rétinienne. Alors ça, c'est pas moi qui... C'est toi, ça? Oui, en fait... Alors... c'est pas moi. Rapidement, c'était pour illustrer une étude qui avait été faite par l'utilisation de modèles numériques de globes oculaires et d'une tête de nourrisson. On a simulé Fall 5, c'est une chute d'une hauteur de 1,50 m, et SBS 1 et SBS 3, c'est des secousses qui sont modérées pour le SBS 1 et hyper violentes pour le SBS 3. Et on voit très clairement que dans le cas de chute, on a rarement la création en fait d'hémorragies rétiniennes, ou alors elles sont vraiment au pôle postérieur, alors qu'en fait pour les bébés secoués, là par contre, elles sont diffuses et elles intéressent l'ensemble du globe. Et elles sont proportionnelles au secouement, semble-t-il. D'accord. Alors, ensuite, les manœuvres de jeu, parce que c'est un mécanisme parfois invoqué. Alors, on s'est penché sur le secouement du bébé par jeu dans un siège de type transat ou balancelle ou poussette. Et donc, les études biomécaniques ont montré que les accélérations calculées n'étaient pas lésionnelles.
Et en clinique, on n'a trouvé aucun cas avec hémorragie rétinienne ou hématome sous-dural à l'occasion de ce type de jeu, ou bien du type de lancer un enfant en l'air ou lui faire l'avion. Et on n'a pas trouvé de données dans la littérature d'autres manœuvres considérées comme des jeux allégués. Alors là aussi, c'est Jean-Sébastien. Donc là, pareil, on a une mesure des accélérations angulaires que j'évoquais tout à l'heure, ce mouvement de la tête en rotation. Donc pour comparer les jeux, les câlins, je jette bébé en l'air, je vais me promener en poussette, j'ai bébé dans l'arrière de la voiture, je fais du 4x4 parce que j'ai une grosse voiture. Dans ce cas-là, là, on est vraiment dans des accélérations qui sont minimes. N'oubliez jamais une chose, quand on vous rapporte un accident de la route, ou c'est pas un accident en général, c'est un freinage intempestif. Les voitures sont faites pour. Quand vous freinez, vous avez un système d'amortissement. Vous avez les amortisseurs de la voiture, vous avez en plus les pneus, vous avez en plus le châssis, vous avez en plus l'ensemble des structures, les sièges qui sont à l'intérieur des véhicules qui sont là pour amortir l'ensemble des freinages. En plus, les petits nourrissons sont dos à la route. Donc quand vous freinez, ils sont hyper protégés. Donc, à part les situations où vous avez l'accident de la voie publique à haute énergie avec des tonneaux, où là, effectivement, on rencontre des lésions d'hématomes sous-duraux chez le petit nourrisson. Dans les autres cas, on peut totalement exclure ce type de mécanisme. Les accélérations sont tout à fait minimes. Et de la même manière, on a comparé avec des têtes au football, un choc arrière en ville à 50 km/h. On est en dessous de ce qu'on peut rencontrer en termes de secousses du syndrome du bébé secoué. Alors, l'accouchement, donc il n'y a pas d'impact, mais il y a une compression statique, parce que le bébé doit passer la filière génitale. Et l'accouchement peut provoquer et hématome sous-dural et hémorragie rétinienne. Alors pour l'hématome sous-dural, ça peut être jusqu'à presque 50% des enfants. C'est favorisé par l'accouchement par forceps et ventouse, mais il faut savoir que l'enfant est asymptomatique, donc il va bien, et toutes les lésions se résolvent en moins d'un mois. Les hémorragies rétiniennes, donc là aussi, ça peut être jusqu'à 50% des nouveau-nés normaux à terme, qui sont donc là aussi favorisés par le forceps et les ventouses, donc aussi quand un gros bébé, un premier accouchement. Ces hémorragies peuvent être de tout type, mais il n'y a jamais d'hémorragie de vitrée, jamais de rétinoschisis et jamais de pli maculaire. Les hémorragies rétiniennes se résolvent en moins d'un mois, le plus souvent en quelques jours. Et voilà. Alors, le manque d'oxygène, eh bien, en aucun cas, le manque d'oxygène ne peut entraîner d'hématomes sous-duraux. Donc, ce n'est pas un mécanisme plausible. Et également, pour les hémorragies rétiniennes, le manque d'oxygène aigu, par exemple dans une suffocation, alors qu'elle peut provoquer des pétéchies, des petites taches sanguines à la surface des poumons, du cœur ou d'autres viscères, ne provoque pas d'hémorragie rétinienne. Les manœuvres de réanimation, là aussi, ne provoquent pas d'hématomes sous-duraux et aucune étude dans la littérature n'a été identifiée permettant d'associer réanimation et hématome sous-dural. Or, c'est important parce que vraiment le mécanisme maintenant qui est le plus souvent allégué par l'adulte, c'est l'enfant a eu un malaise et je l'ai réanimé. Eh bien non. Alors, et les lésions intracrâniennes constatées à la suite de réanimation sont liées avant tout à ce qui a justifié la réanimation. Les manœuvres de réanimation ne peuvent pas non plus provoquer d'hémorragie rétinienne. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres circonstances qui ont été invoquées pour la survenue d'un hématome sous-dural. Ce qui est important de dire, c'est qu'un hématome sous-dural ne survient pas spontanément. Un hématome sous-dural ne survient pas lors d'un mouvement d'un enfant, parce que j'ai vu ça encore récemment dans une expertise judiciaire où il était dit que l'hématome sous-dural avait été dû à un mouvement de la tête de l'enfant. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Alors aussi, ce qui est important, c'est que les vaccins n'entraînent pas d'hématomes sous-duraux et on n'a trouvé aucun argument scientifique permettant d'établir un lien entre vaccin et hématome sous-dural. Alors ça, c'est le mécanisme souvent invoqué maintenant récemment. Et également, la déshydratation n'entraîne pas d'hématome sous-dural. Autre circonstance, en thrombose des sinus veineux. Donc là aussi, on n'a trouvé aucun rapport dans la littérature scientifique, aucun lien entre hématome sous-dural et thrombose des sinus veineux intracrâniens. Donc en fait, les ruptures thromboses des veines pontes sont vraiment une entité à part qui n'a rien à voir avec les autres types de thrombose. Un enfant qui convulse, eh bien là aussi, ça n'entraîne pas d'hématome sous-dural. Alors pour les anomalies de l'hémostase, il faut savoir que lors de l'accouchement, il peut y avoir, donc c'est quand même un traumatisme l'accouchement, il peut y avoir survenue d'un hématome sous-dural avec éventuellement des hémorragies intraparenchymateuses
du fait du passage dans la filière génitale, mais il n'y a jamais de rupture de veine pont. Et par ailleurs, lors d'un traumatisme, les anomalies de l'hémostase augmentent le saignement, mais en soi, une anomalie de l'hémostase ne provoque pas le saignement, elle ne fait que l'augmenter. Et quand il y a une anomalie de l'hémostase, les hémorragies intraparenchymateuses restent les localisations les plus fréquentes. Également, alors quelque chose d'important, c'est longtemps on a dit que quand il y avait un espace large entre le cerveau et le crâne, c'était un facteur prédisposant à la survenue des hématomes, parce qu'on disait les veines ponts sont tendues, donc comme elles sont tendues, il suffit de pas grand-chose pour qu'elles se rompent. Eh bien, on n'a pas trouvé dans la littérature d'arguments étayant cette hypothèse. En revanche, on a trouvé des études prospectives qui montraient que l'élargissement, en faveur du fait que l'élargissement des espaces correspondait non pas, correspondait à des traumatismes crâniens survenus antérieurement. Donc, ces espaces témoignaient de secousses antérieures. Autre point, le nouveau saignement au décours d'un hématome sous-dural. Parfois, un hématome sous-dural peut ressaigner, en dehors de toute nouvelle secousse. Mais dans ce cas-là, l'enfant est asymptomatique, en tout cas, il n'a pas de nouveaux symptômes. Le saignement survient au sein d'un hématome sous-dural ancien, de localisation plutôt fronto-pariétale. Il s'observe dans les poches de décollement sous-dural péricérébral. Il ne s'observe pas dans la tente du cervelet ni dans l'espace interhémisphérique. Ce renseignement, évidemment, ne s'accompagne pas d'hémorragie rétinienne ni de nouveaux symptômes cliniques. Alors, autre circonstance, cette fois-ci pour les hémorragies rétiniennes. Donc, les convulsions entraînent extrêmement exceptionnellement des hémorragies rétiniennes et très limitées. Le malaise grave du nourrisson n'entraîne pas d'hémorragie rétinienne. L'hypertension intracrânienne peut entraîner, mais les hémorragies rétiniennes, quand elles existent, sont péripapillaires et s'accompagnent constamment d'un œdème papillaire, donc ont des caractéristiques très particulières. La rupture d'anévrisme peut entraîner des hémorragies prérétiniennes. La toux, non. Les vomissements, non. Et les vaccins, non. Alors, à partir de là, donc, des critères diagnostiques ont été établis, basés, je vous l'ai dit, exclusivement sur les lésions objectivées par le bilan et l'histoire rapportée. Ils sont à rechercher chez un nourrisson en cas d'histoire clinique soit absente, soit fluctuante, ça le caractère fluctuant est très important, soit alors une histoire incompatible, soit avec les lésions, le coup de hocher sur la tête, ça n'entraîne pas ces lésions, ou alors incompatible avec l'âge de l'enfant, comme par exemple si on vous dit qu'un enfant de 6 mois est tombé de la table allongée, de 1 mois est tombé de la table allongée. Dans tous les cas, la probabilité de maltraitance est augmentée en cas de lésions associées récentes ou anciennes. Alors, lésions cérébrales, hypoxiques ou par lacération, lésions cervicales et ou médulaires, fracture du squelette, échymose, en particulier de la face, du cou et du torse, dont on vous a dit que c'était très alertant, et enfin des lésions traumatiques, viscérales, thoraciques ou abdominales. Donc, on a dit que on a conclu que le diagnostic de traumatisme crânien par secouement peut être écarté si on constate un hématome sous-dural unifocal avec des traces d'impact uni au contralatéral compatibles avec le mécanisme allégué, comme par exemple contusion de cuir chevelu ou éventuellement fracture linéaire en regard. En revanche, le diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement est certain en cas de hématome sous-dural avec caillot à la convexité traduisant la rupture de veine pont, ou en cas d'hématomes sous-duraux plurifocaux et des hémorragies rétiniennes, quelles qu'elles soient, ou hématome sous-dural unifocal avec des lésions cervicales et ou médulaires. Le diagnostic de traumatisme crânien est cette fois-ci probable en cas d'hématome sous-dural, même sans aucune autre lésion, ça suffit pour dire que l'enfant a été probablement secoué. Ou bien en cas d'hématome sous-dural unifocal avec des hémorragies rétiniennes limitées au pôle postérieur, ou bien des hémorragies rétiniennes seules, mais touchant la périphérie et ou plusieurs couches de la rétine, parce que ce sont je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des lésions, des types d'hémorragies rétiniennes qui ne se retrouvent pas autrement. Alors la datation, donc je rends la parole à Jean-Sébastien Rolle.